Je suis un Congolais libre de mes convictions, libre de mes idées, libre de mon approche. Alors sur les échéances de 2026, je n'ai fermé aucune porte. Mais sur les échéances de 2026, nous analyserons le moment opportun et nous ne fermons aucune porte. Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif sur Opvision. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Joe Washington Ebina, qui est le président de la fondation Ebina. M. Joe Washington, bonjour. Bonjour. Alors, donc, nous vous disons d'abord merci pour l'accueil que vous nous réservez ici, chez vous, à l'hôtel Saphir. M. Joe Washington Ebina, vous êtes président de la fondation Ebina. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de cette fondation? Oui, la fondation est née en 2004. Oui. En 2006, notre père est décédé le 25 décembre 2004. Et 2 ans après, il était important que nous puissions continuer ses œuvres. Il était un homme très généreux. Son action dans ses affaires était de donner des salaires à des gens qui ne travaillaient pas avec lui. Certains handicapés, certaines personnes vulnérables, à qui il donnait de l'argent et qui donnait une assistance, un salaire mensuel. Et donc après son décès en 2004, nous avons pensé qu'il était important de continuer cette œuvre. Et donc la fondation Ebina est née de l'inspiration justement de notre père Charles Ebina. Quelles sont les missions premières de cette fondation à sa naissance? L'aide sociale, l'aide au niveau des orphelinats, au niveau des hôpitaux, au niveau des enfants de la rue. Aujourd'hui, la fondation a pratiquement 21 ans aujourd'hui. Si on vous demandait de faire un bilan, est-ce que vous avez évolué ou bien vous restez... Non, je crois qu'il n'y a aucune satisfaction. Les bilans, pour moi, doivent être tous effectués par d'autres personnes qui regardent. Je ne suis pas suffisant en pensant que non, mais nous avons bien travaillé. Non, il faut laisser à d'autres personnes la liberté de suivre ce que nous faisons. Mais à notre niveau, simplement, c'est un bilan de dire que tant que le Congo est dans la misère, tant qu'il a précarité, notre bilan ne peut pas être positif. La fondation Ebina emploie des gens ou la fondation Ebina, c'est un patrimoine familial? C'est un patrimoine familial, c'est du bénévolat. C'est un patrimoine familial dans lequel on tire des fonds pour aider les gens qui sont dans la détresse. Alors, vous étiez président depuis la création, ça fait 21 ans aujourd'hui. 21 ans. On vous voit souvent dans vos prises de position, vous rapprochez un peu plus de la politique. Est-ce que la fondation Ebina, c'était un prétexte pour vous, ou bien c'était un moyen pour vous sortir vos émotions politiques? La fondation Ebina témoigne par ses actions. Oui. Votre interprétation comme quoi nos actions ont des connotations politiques, vous êtes libre d'interpréter cela. Mais demandez à ces mamans, demandez à ces gens qui reçoivent l'assistance. Vous pensez qu'eux pensent politique? Ce n'est pas important pour nous. Ce qui nous importe, c'est de trouver le concret et de trouver des solutions. Mais évidemment, dans une société où il y a des responsables politiques qui ont la responsabilité de faire un travail, lorsque le travail n'est pas fait et que certaines personnes, individualités, font des choses, ça peut être interprété de telle façon, de telle manière. Mais ce qui nous importe pour nous, c'est de ne pas s'arrêter aux interprétations. Ce qui nous importe pour nous, c'est d'être pragmatique et trouver des solutions au mal-être national. La fondation Ebina, à sa naissance, a été créée justement pour les œuvres caritatives. Alors, oui. À quel moment vous êtes penché sur les droits de l'homme? À quel moment? C'est arrivé comment? Vous ne pouvez pas aider les gens sans défendre leurs droits. Vous ne pouvez pas aider les gens sans savoir pourquoi ces gens sont dans cette situation-là. Il y a par exemple aujourd'hui au Congo des personnes qui travaillent dans certains cadres. Par exemple, je suis au courant de l'action de Mme Ngani sur l'action des veuves, mais vous ne pouvez pas seulement avoir de l'action sans aider à côté. Donc nous apprécions ce qu'elle fait parce qu'il y a aussi de l'aide à côté, mais c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas aider les gens sans connaître l'origine de leurs problèmes, sans défendre leurs droits. Parce que dans le fond, quand vous aidez les gens sans aider leurs droits, sans voir leurs droits, vous retombez dans les mêmes problèmes. Donc il faut voir l'origine des problèmes. Il vous est souvent reproché de filmer vos actions caritatives et de vous montrer à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas des opérations de charme que vous faites là? Alors, lorsque vous dites filmer, comment connaissons-nous l'abbé Pierre? Comment connaissons-nous les actions lorsque ces actions ne sont pas visibles? En 2025, lorsque vous menez une action sociale à l'extérieur pour les gens, votre visibilité permet d'inspirer d'autres à faire de l'action. Et je peux vous dire, au Congo-Brazzaville,
à part la Fondation Congo Assistance, que nous respectons, que nous connaissons depuis des années, il n'y avait pas d'autres fondations qui menaient des actions. Lorsque nous sommes arrivés dans la visibilité médiatique, nous avons inspiré d'autres actions, d'autres organisations, d'autres fondations, ce qui est une bonne chose. Vous savez, la visibilité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de poser les questions aux personnes qui reçoivent de l'aide. Est-ce que l'aide qu'on vous apporte vous aide? Est-ce que ça soulage vos problèmes? Voilà le vrai problème. Ce n'est pas simplement ce que vous dites, une visibilité médiatique. Non, cela est très minime. Que pensez-vous de certains compatriotes qui pensent que la Fondation Ebina, finalement, c'est un cheminement pour vous d'aller vers la politique? Alors, c'est qui dit ça? Il faut demander aux gens qui parlent. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ailleurs, nous ne maîtrisons pas cela. Les gens regardent l'amour que nous apportons aux Congolais. Les gens regardent notre action sociale et ils donnent leur interprétation. Ils sont libres de le faire. Alors, vous êtes aussi dans les droits humains, on vous a vu une reprise de position sur l'opération Coup de poing. Nous voudrons que vous reveniez un peu sur cette opération Coup de poing. Quelle est votre appréciation? Que souhaitez-vous finalement pour cette opération Coup de poing qui est saluée par beaucoup de personnes et pour vous contester? Non, il faut recadrer les choses. Les organisations des droits de l'homme, la plateforme des droits de l'homme, ne contestent pas l'opération Coup de poing. Les organisations demandent qu'il y ait un cadre qui soit établi et respecté. Que fait la police et la gendarmerie? C'est l'opération Coup de poing tous les jours. Le travail des gendarmes et des policiers, c'est d'assurer l'ordre, la sécurité, l'ordre, la protection des personnes et de leurs biens. Donc c'est des opérations au quotidien. Nous disons simplement que lorsque cette opération est en action, que les cadres soient respectés, que les endroits de détention soient des endroits adaptés, que les personnes, quand ces personnes sont arrêtées, que les familles, les pauvres familles, que les pauvres mamans qui n'arrivent pas à dormir au quotidien aient accès aux visites. C'est le droit qui nous l'oblige. Lorsque ces choses-là, lorsque ces principes ne sont pas respectés, les organisations des droits de l'homme dénoncent cela. Mais nous acceptons que les droits de l'homme soient respectés, mais que les organisations, que la police et la gendarmerie, qui sont évidemment les organisations, des structures primordiales dans une société, fassent leur travail. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a un phénomène qui bat son plein, le phénomène Kuluna. Vous êtes un acteur de la société civile, vous êtes président de la Fondation Ebina qui œuvre pour les actions caritatives. Ça veut dire que vous avez un regard particulier envers la jeunesse. Qu'avez-vous déjà fait dans le sens de lutter contre cette opération, contre ce phénomène Kuluna? Premièrement, il faut poser des questions à ceux qui ont la responsabilité de la République. Lorsque vous demandez aux organisations qu'avez-vous fait, il faut d'abord demander aux structures politiques qu'est-ce qu'elles font au quotidien. Attendez, vous pensez que l'opération Coup de poing va résoudre le problème de Kuluna? L'opération Coup de poing vient que constater... si vous ne me laissez pas répondre, on ne va pas trouver des solutions. Oui. L'opération Coup de poing ne vient que constater une société malade. Les pauvres structures, je suis désolé de le dire, hein, la police et la gendarmerie, vient que constater une société malade. Les politiques, pendant plusieurs années, ont échoué. Ils n'ont pas créé d'emplois. Les structures scolaires ne sont pas adaptées. Il n'y a pas d'emploi au Congo. La jeunesse est dans l'oisiveté. Le sport au Congo est mort. Alors vous venez après demander pourquoi ces jeunes-là... Attention, ce n'est pas fini. Les frontières sont poreuses. Alors après, vous venez demander aux gendarmes et aux policiers de régler le problème des Kuluna et des bébés noirs. Ils ne vont jamais arriver. C'est un problème de société. C'est toute la société qui doit s'asseoir pour trouver des solutions au drame Kuluna, bébé noir. Lorsqu'il y a un problème de ce genre, il faut qu'on s'unisse tous pour le régler. Parce que c'est un problème mais attendez. qui met à mal la paix nationale. Oui, non. Vous, en tant que société civile, vous pouvez également contribuer à éradiquer ce phénomène. Vous demandez d'abord, on s'unisse, d'accord, mais qui est responsable? Qui est payé pour faire ce travail? Il y a des gens, des responsables, des autorités qui sont payés pour faire un travail. Alors il faut d'abord leur demander est-ce qu'ils font leur travail pour qu'après, les pauvres petites organisations des droits de l'homme qui ont très peu de moyens. Vous savez, je vais vous donner une révélation, mais c'est connu, hein, lorsque vous savez. La police de Brazzaville n'a pas assez de véhicules pour régler le problème même de circuler pour voir le problème de Kuluna. Vous voyez? Donc, les structures ne sont même pas équipées. Alors, vous venez régler un problème de société comme ça? Non. La solution viendra d'une volonté politique
de mettre les moyens dans les forces de l'ordre, dans la société, de régler le problème du chômage au Congo. Alors, vous pensez que les jeunes qui font les taxis-motos, parce que nous avons travaillé pour que les jeunes font taxi-moto, nous avons travaillé pour réguler ce problème-là. Nous avons fait des plaidoyers pour trouver des solutions. Ces jeunes-là, il faut les laisser exercer. Il faut réguler, il faut trouver, il faut créer des conditions. Lorsque les gens n'ont pas d'emploi dans une société, lorsque les jeunes vont mourir au stade Ornano pour chercher de l'emploi, c'est parce que justement, la jeunesse congolaise est perdue. Et cette jeunesse-là, quand elle est perdue, mais justement, ils deviennent des koulouna, ils deviennent des bébés noirs. Vous pensez que les pouvoirs publics ne font pas assez d'efforts pour éradiquer ce phénomène lorsqu'on a créé toute une institution? Alors, si vous considérez que les pouvoirs publics au Congo font assez d'efforts, montrez-moi un secteur au Congo qui marche. Si vous considérez, vous, en tant que journaliste, que les Congolais vivent dans les bonnes conditions et que les pouvoirs publics font des efforts... Mais non, mais je vous parle en général. Le problème des Koulouna, c'est un problème qui n'est pas adapté simplement à la sécurité. C'est un problème de société. Lorsque la société est malade, les jeunes sont malades. Alors vous dites que les pouvoirs publics font un travail. Je vous dis, et j'assume mes propos, les pouvoirs publics n'ont pas assez de volonté pour régler le problème des Koulouna et n'ont pas assez de volonté pour régler le problème qui existe dans la société. Regardez, est-ce que vous savez que le sport a de l'influence sur la jeunesse congolaise? Alors, le sport est... Regardez ce que nous vivons dans le sport. La fédération congolaise est sanctionnée. Alors, vous pensez que ça marche? Ça, c'est un problème interne. C'est un problème interne. Vous considérez que c'est un problème interne? Nous n'allons pas rentrer... Mais non, nous n'allons pas rentrer dans le dossier de la Fédération congolaise de football. Je vous donne un exemple pour vous dire, voilà un exemple au Congo qui montre que tous les secteurs influencent le problème de la jeunesse. Et qu'au Congo, vous n'avez pas la capacité, vous, de me citer un secteur qui marche. Parce que justement, les solutions ne sont pas trouvées. Puisqu'on y est, nous sommes sur ce plateau, quelles sont selon vous les solutions qu'on peut mettre en place pour finir ce problème de Koulouna? Je viens de vous le dire. Lesquels? Il faut y mettre les moyens. Il faut faire les moyens, états. c'est vague. Quels moyens? Mais les moyens, mais écoutez, sans moyens, comment voulez-vous que même la gendarmerie et la police puissent travailler? Il faut créer des conditions pour que la jeunesse congolaise s'occupe. Il faut améliorer les conditions d'études. Il faut créer de l'emploi. Ce n'est pas un problème de solution immédiate. La solution des Koulouna ne sera jamais trouvée par une opération de police. Soyons réalistes. C'est un problème de société. Il faut que le gouvernement congolais puisse créer des conditions, des assises pour trouver des solutions de la société. Pour moi, je considère que c'est un problème politique. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait un débat, qu'il y ait une concertation politique nationale avec la diaspora congolaise, avec la libération des prisonniers politiques, le général Mokoko, le ministre Okombi, avec l'assistance d'une communauté internationale, mais surtout que les Congolais se retrouvent pour dialoguer et regarder les problèmes de la République. Alors, vous demandez qu'on libère le général Mokoko et le ministre Okombi Salissa. Vous-même, vous œuvrez pour que la justice fasse son travail. Vous ne voyez pas que vous parlez d'une chose et son contraire, puisque vous voulez imposer à la justice ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne fallait pas. Mais les organisations des droits de l'homme n'imposent rien. Nous n'avons pas la capacité d'imposer. Nous demandons le respect des textes. Nous demandons aussi le respect d'un climat politique apaisé. Les politiques, lorsque la quiétude nationale est une priorité, les considérations politiques et même de justice sont placées de côté. C'est-à-dire, nous demandons aujourd'hui la libération du général et du ministre. Pourquoi? Parce que nous considérons que leur arrestation s'est effectuée dans un climat politique, dans un cadre politique. Ils étaient candidats à l'élection présidentielle il y a près d'une dizaine d'années. Vous avez quelle preuve pour dire que leur arrestation était des arrestations politiques? Mais non, écoutez, l'interprétation... Voulez-vous substituer à la justice? Je vous donne ma lecture. Des choses. Ma lecture de mon interprétation de la réalité congolaise à une époque et jusqu'aujourd'hui. Je vous dis que lorsque les élections, en 2016, les candidats Mokoko, candidats Okombi sont allés aux élections, ces élections ont créé le climat tendu que ça a créé et ça a entraîné leur arrestation. Alors si vous dites que ce n'est pas cela, alors pourquoi ils n'avaient pas été arrêtés avant? Mais non, mais vous avez l'impression que
que nous demandons une libération qui n'est pas correcte. Nous vous disons simplement que leurs arrestations, pour nous, organisations des droits de l'homme, ce sont des arrestations arbitraires, ce sont des détentions arbitraires. Et que pour le climat de quiétude au Congo, pour la paix et le climat de quiétude politique, sociale, une libération ne pourrait que créer un climat économique serein. Et même, je vais même vous étonner, il y a des investisseurs qui, pour venir au Congo, regardent la tension politique. Alors vous pensez que les investisseurs américains viendront au Congo lorsqu'ils constatent qu'au niveau de la justice, il y a certains détenus politiques? Cela ne donne pas un certain climat d'apaisement. Alors, il y a un sujet qui fait débat actuellement dans notre pays, c'est le sujet de EKRC, la Société nationale d'électricité. Il y a eu un contrat d'affermage avec la société sénégalaise Sénélec qui a été finalement suspendu. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'observateur de la vie politique du pays, qu'est-ce que vous en pensez de cette suspension? Je salue la suspension. Je salue la revendication des travailleurs de la SNE, l'ex-SNE. Je considère que, et ça je considère, c'est ma lecture de la République, hein. Et je ne peux pas prendre cette phrase-là comme étant mienne. C'est Mère Teresa qui disait « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Dans la mesure où il est important d'écouter les travailleurs, les anciens travailleurs et ceux qui sont là de cette entreprise pour trouver les bonnes solutions. Et lorsque vous les écoutez, ils nous ont dit à la face nationale et internationale, la SNE rapporte des milliards. 7 milliards par mois. Plus de 7 milliards par mois. Et donc pourquoi le réseau n'est pas amélioré? Pourquoi les Congolais doivent subir des délestages à longueur de journée? Pourquoi cela? C'est la mauvaise gestion. Alors cette mauvaise gestion n'est pas due aux travailleurs, c'est dû aux directeurs et aux responsables publics. Alors vos prises de position souvent sont mal interprétées, je l'ai dit au début de l'émission. On vous considère comme un politicien qui se cache, un opposant qui se cache derrière la fondation Ebina. L'année prochaine, l'année 2026, c'est une année électorale, c'est-à-dire qu'il y aura la présidentielle normalement en mars prochain. Certains acteurs politiques ont commencé déjà à exprimer leur volonté de se porter candidat. Il y en a aussi sur les réseaux sociaux, on pense que vous serez également candidat. Il y en a un qui a dit que vous êtes candidat. Est-ce que c'est vrai? Non. À l'heure actuelle, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, je le constate comme vous. Je n'ai pas fait une déclaration comme quoi je serai candidat en 2026. Mais je tiens à vous dire que je ne ferme aucune porte. Je suis un Congolais libre de mes convictions, libre de mes idées, libre de mon approche. La lecture que j'ai du Congo n'est pas la lecture des pouvoirs publics aujourd'hui, que je considère simplement d'être là simplement pour s'enrichir. Lorsque je regarde les dirigeants congolais, je regarde plutôt une volonté personnelle, d'enrichissement personnel et familial. Mais je ne regarde pas la volonté de changer un pays. Alors sur les échéances de 2026, je n'ai fermé aucune porte. Lorsque vous dites la fondation Ebina est un prétexte, c'est une injure. Parce que la misère des populations ne peut pas être un prétexte. Les gens qui reçoivent de l'aide de la fondation Ebina, les vies que nous sauvons au quotidien, ce ne sont pas des prétextes. C'est une réalité. Qui nous a imposé cette réalité, c'est la gestion nationale. Alors nous venons, nous apportons notre modeste contribution. Mais sur les échéances de 2026, nous analyserons le moment opportun et nous ne fermons aucune porte. Est-ce que vous avez peur de vous lancer en politique? Peur, ça veut dire quoi avoir peur? Avoir peur, non, mais écoutez, peur de la concurrence par exemple? Mais au contraire, si j'avais peur de me lancer en politique ou bien d'exprimer mes idées, je ne ferais pas cette interview avec vous. Cela fait 20 ans que nous dénonçons. Mais non, mais attendez. Faire des interviews, c'est exprimer ses idées. Et nous ne faisons pas que des interviews, nous sommes sur le terrain. Nous sommes partout sur le terrain. Ma modeste personne a été arrêtée une fois par rapport à mes convictions du 4 mars. Alors vous, aujourd'hui, vous dites, est-ce que je n'ai pas peur? Mais écoutez, est-ce que vous considérez que lorsqu'on défend ses idées, on doit avoir peur? Mais je vais vous dire simplement une chose, que ma vie est très modeste devant la misère des Congolais. Est-ce que vous connaissez, et vous le connaissez évidemment, Nelson Mandela est parti, mais ses convictions sont restées. Notre vie n'a pas d'importance. Et lorsque je dis aux jeunes, je dis à beaucoup, s'il nous arrive quelque chose, continuez la lutte. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour votre survie,
Votre survie, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, c'est le Congo. Mais il faut vous battre au quotidien. Alors, ce n'est pas la peur. La peur, on est humain, mais ce n'est pas la peur. C'est lutter pour ses idées. Et nous sommes prêts pour nos idées. Si Dieu décide, écoutez, si Dieu décide que nous devons partir, nous partirons comme les autres. Vous savez, lorsque vous traversez les cimetières, lorsque vous traversez ces endroits-là, lugubres, parce que ça fait mal, vous pensez que ceux qui sont là sont moins bons que nous. Ils sont meilleurs que nous pour beaucoup. Dieu décide et Dieu décidera. Pour l'instant, nous luttons autant que possible. Vous déplorez tout le temps la misère de la population congolaise. Pour changer cette misère, il faut être aux sphères de décision. Vous n'êtes pas au gouvernement. Est-ce que si on vous sollicitait, vous, M. Ebina, d'être membre du gouvernement, est-ce que vous allez accepter? Non. Pourquoi? Je ne partage pas la manière dont le pays est géré. Comment voulez-vous me demander de faire partie d'une équipe qui gère la République depuis des années? Ce n'est pas cohérent. Je ne suis pas d'accord dans la manière dont les fonds de la République, l'argent du contribuable est utilisé au Congo. Je ne vais pas demain aller me mettre avec une équipe pour continuer la gestion. Non. Je suis à mon endroit en train de travailler avec d'autres organisations pour le bien-être national. Lorsqu'il faut dénoncer, nous essayons de dénoncer. Lorsqu'il faut apporter d'autres solutions, nous n'avons pas la décision. Je suis d'accord avec vous. Nous n'avons pas la décision pour impacter le changement à grande échelle. Mais je vous assure, à chaque jour suffit sa peine. Et nous ne fermons aucune porte. Cela, je pense que ma réflexion est claire. Mais je ne veux pas vous dire que je suis vrai. Mais je ne peux pas. Vous dites que vous ne fermez aucune porte, ça ne veut rien dire. Dites clairement que vous Non, serez candidat. Ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Ça veut simplement dire que je suis libre d'être candidat ou pas un jour. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je veux être candidat, et pas simplement le vouloir, si les conditions sont réunies, si le contexte le permet, si les moyens le permettent, si la lecture est adaptée, je serai candidat. Mais si je ne pense pas que le moment est choisi, je ne vais pas l'être. Donc c'est une lecture qu'il faut l'être. C'est pour ça que je vous dis, je ne ferme aucune porte. En homme libre, ceux qui sont candidats aujourd'hui, je respecte. Mais je pense que je dois analyser, je dois réfléchir sur la possibilité d'être candidat ou pas. Le moment pour moi n'est pas opportun à plus d'une année des élections. Comment vous appréciez le travail du gouvernement congolais actuellement? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Alors, autrement dit, qu'est-ce qui manque pour que le gouvernement soit efficace? Lorsque vous tendez le micro aux Congolais, qu'est-ce que les Congolais reprochent au gouvernement? Le manque de carburant. Depuis des années, ils font des queues à longueur de journée. Le problème de transport public, le problème de l'emploi, le problème des pensions des retraités. Attendez, mais la liste, vous la connaissez. Alors vous me posez la question, mais tendez le micro aux Congolais. Mais les Congolais vont vous dire. Mais c'est pour vous dire que vous la connaissez, cette misère. Voilà pour vous me demander pourquoi, qu'est-ce que je reproche. Mais je reproche le fait que des solutions ne sont pas trouvées pour régler le problème des citoyens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de compétence au niveau du gouvernement? Il y a un problème de volonté, monsieur, pas de compétence. Les ministres congolais ont la compétence, ont la connaissance. Ce sont des hommes qui ont étudié, ce sont des hommes qui connaissent, ce sont des hommes qui voyagent à travers le monde. Mais malheureusement, il n'y a pas la volonté politique de se sacrifier pour l'intérêt de la population. Je ne vois pas cette volonté. Parce que s'il y avait la volonté politique, messieurs, il n'y aurait pas un seul trou ni de poule dans Brazzaville. Il n'y aurait pas les déchets des ordures dans Brazzaville. Nous dirons que c'est un problème de moyens financiers, par exemple. Mais il y a assez de moyens pour acheter les voitures du gouvernement. Il y a assez de moyens pour acheter des véhicules aux députés de la République. Il y a assez de moyens pour construire des tours jumelles. Il y a assez de moyens pour construire des stades. Mais il n'y a pas assez de moyens pour régler le problème des hôpitaux au Congo. Nous n'avons pas la même lecture, messieurs. Alors, je voudrais un peu que nous parlions de l'entrepreneuriat, qui est votre domaine, puisque vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs. On parle de plus en plus d'entrepreneuriat au Congo, grâce à l'année de la jeunesse aussi. Quelle est donc la lecture que vous faites de l'entrepreneuriat dans notre pays? Non, je pense qu'il y a énormément à faire. La situation de l'entrepreneuriat reste une situation très précaire. Les investisseurs étrangers ne viennent pas beaucoup au Congo à cause du cadre juridique qui ne facilite pas l'investissement. Les banques au Congo ont besoin d'être incitées d'un peu plus, aussi bien sur le plan fiscal, sur le plan aussi des organisations de formation. Parce que souvent on reproche aux Congolais pourquoi les Congolais n'obtiennent pas de prêts, pourquoi les Congolais ne font pas des affaires. Mais les Congolais ne sont que le reflet d'une société.
lorsque la volonté politique s'implique dans la formation des jeunes, dans la formation des entreprises, dans des séminaires de formation, vous allez voir, il sera possible d'avoir des hommes d'affaires congolais qui vont émerger. Nous sommes d'une certaine époque. Nous ne sommes pas de la même époque que nos anciens, mon grand-père, mon père. C'est une autre époque. Nous sommes à une époque différente. Mais je vous rappelle que si la volonté politique était efficiente, il y aurait moins de taxes. Il y a des jeunes entrepreneurs dans les régions qui font de l'agriculture. Mais malheureusement, pour arriver à Brazzaville, il y a des péages qui sont chers, il y a des taxes qui sont imposées. Tout ça empêche l'entrepreneuriat. Quel est selon vous le mécanisme qu'il faut utiliser pour que les jeunes Congolais s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat, qu'ils ne voient plus la fonction publique? Le mécanisme est un mécanisme simplement de... Vous savez, on va se répéter. Les jeunes ont besoin de liberté. Les jeunes ont besoin d'apprendre. Mais les jeunes ont besoin d'être inspirés. Mais aussi, la volonté politique peut créer des colloques. La volonté politique peut avoir comme ligne de direction, comme trajectoire, l'entrepreneuriat. Vous savez, si les politiques aujourd'hui veulent sérieusement mettre de l'accent sur l'entrepreneuriat, il peut y avoir des séminaires dans les structures. Est-ce que ça suffit les séminaires pour que les jeunes Non, intègrent la... il y a des facilités, mais il y a des écoles qui se créent. Il y a des facilités qui se créent. Les banques peuvent aujourd'hui contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Je vous dis, on reviendra sur le même sujet, la volonté politique de pouvoir créer au Congo des conditions d'évolution des entreprises. En dehors de la volonté politique, que pensez-vous de certains compatriotes qui estiment qu'il y a un problème culturel, ce que les Congolais n'ont pas de modèle à suivre dans l'entrepreneuriat? Non. Je ne considère pas qu'il y a un problème culturel. Tout à l'heure, on parlait du monde des affaires, mais je vous ai parlé de la volonté politique. Si la volonté politique est sérieuse au Congo, le problème de corruption peut permettre à éradiquer certains phénomènes dans le monde des affaires. Parce que, par exemple, lorsqu'un jeune vient investir ou bien veut investir, il y a des passe-droits qui empêchent son entrepreneuriat, qui empêchent son évolution. Il y a au Congo, pour moi, sur votre question qui était liée culturelle, il n'y a pas assez de modèles, il n'y a pas assez d'entrepreneurs dans le pays pour inciter les jeunes à entreprendre. Non, je crois qu'il y a, les Congolais ont des modèles. Je ne vais pas parler de ma modeste personne parce que Daniel Ebina était un modèle, le vieux Tchétché était un modèle. Ok, on ne va pas parler de nous. On va pas parler de nous. Mais la famille Tchétché, Matsima, il y a des vieux, il y a des doyens qui ont travaillé par la sueur de leur front, qui ont réussi. C'est simplement le cadre. Il faut créer le cadre. Il faut qu'au Congo, les politiques sont plus riches que les hommes d'affaires. Alors, vous l'expliquez comment? Mais c'est dû à la corruption. C'est dû à l'enrichissement illicite. Donc, vous voyez très bien que c'est un problème politique. Lorsqu'un homme politique s'enrichit, cela veut simplement dire qu'il y a eu des passe-droits, il y a eu des pots de vin. Et il faut éradiquer tout cela pour permettre à ce que l'homme d'affaires puisse émerger. Je n'ai pas de message xénophobe. Pour moi, les étrangers sont bienvenus. Je pars sur l'exemple aux États-Unis. Si aux États-Unis, il y a eu Apple, c'est parce qu'il y a eu Steve Jobs. Donc, c'est des étrangers, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Leurs parents sont arrivés sur place. Donc, au Congo-Brazzaville, moi, je suis pour une ouverture nationale et internationale. Mais tout en rappelant que les facilités peuvent être données aux autochtones de pouvoir avoir un peu plus d'impact sur les affaires au Congo. Est-ce que les programmes scolaires, l'environnement scolaire congolais, c'est aussi un handicap pour l'entrepreneuriat? L'environnement scolaire? Oui, les programmes scolaires, précisément, les programmes scolaires, c'est-à-dire ce qu'on apprend aux enfants à l'école ne permet pas qu'ils soient épanouis sur le plan de l'entrepreneuriat. Non, je ne pense pas que c'est un problème d'éducation. Je crois que c'est peut-être aussi un problème de conditions d'éducation. C'est-à-dire, conditions d'éducation. Lorsque les jeunes sont exposés à l'Internet, lorsqu'il y a des ordinateurs et la visibilité internationale, son instruction est meilleure. Nos écoles sont encore très rudimentaires. Je suis un ancien de Nganga-Édouard. Aujourd'hui, Nganga-Édouard, malheureusement, n'a pas d'ordinateur, n'a pas d'Internet. Aujourd'hui, à travers le monde, la majorité des grandes écoles ou des écoles ont des bibliothèques. On n'a même pas de bibliothèques. Donc, les conditions de formation ouvrent l'esprit pour qu'il y ait une amélioration, pour qu'il y ait aussi cet épanouissement qui permettrait aux jeunes Congolais de pouvoir entreprendre. Que dites-vous alors de la formation qualifiante, c'est-à-dire une formation adaptée aux besoins du terrain? Totalement d'accord, totalement adapté, tout à fait normal. Il y a dans l'instruction plusieurs secteurs. Il y a une formation qui
est importante, celle qui est adaptée à un secteur bien précis. C'est ce que vous dites. Il est fondamentalement important que la formation soit ciblée dans certains secteurs. Il y a un besoin dans des secteurs bien précis. Et pour moi, une formation adaptée, qualifiante, est fondamentale pour l'émergence et l'évolution de la République. Revenons un peu en politique. Vous avez parlé tout à l'heure des conditions. Quelles sont selon vous les conditions qu'il faut réunir pour qu'on ait une élection transparente, une élection démocratique dans un État? Déjà, pour avoir une élection transparente, la première condition, c'est d'associer à cette élection ceux qui ont une lecture différente, ceux qui se plaignent de la situation de la transparence. Il ne peut pas avoir d'élection transparente dans un pays tant qu'il y a des prisonniers politiques. Il ne peut pas avoir d'élection dans un pays tant qu'il y a une diaspora ou de personnes qui sont exilées. Il ne peut pas avoir de transparence dans une élection tant que la société civile libre ne peut pas analyser, tant que l'élection, en ce qui concerne ce qu'on dit le découpage électoral, n'est pas consensuel. Il y a ces conditions-là, mais ce sont des conditions connues à travers le monde. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, vous allez aux élections pendant que les leaders d'opinion sont arrêtés, pendant que certains aujourd'hui ont déjà commencé la campagne. Vous voyez très bien qu'au Congo-Brazzaville aujourd'hui, certains ont déjà lancé la campagne électorale. Mais cela montre sa suffisance que certains ont la liberté d'accès aux médias publics, d'autres n'ont pas d'accès à la liberté, n'ont pas l'accès aux médias publics. Donc toutes ces conditions-là créent le manque de transparence. Et donc le contraire de ces conditions-là créerait justement une certaine liberté. Ça veut dire que vous ne serez jamais candidat si vous voulez qu'on réunisse toutes ces conditions-là. Vous ne serez jamais candidat. L'histoire nous le dira. Vous demandez trop là. Mais comment peut-on demander trop lorsqu'on demande la vérité et on demande le droit? Lorsqu'on demande le droit, attendez. Mais non, attendez. Les conditions de vérité, ce sont les conditions des textes de la République. Ce sont des textes qui sont votés. Ce sont des textes de la République. Alors, quand vous dites que vous demandez trop, vous êtes dans l'anarchie. Vous êtes dans la dictature, monsieur. Donc, nous demandons ce qui est déjà écrit. Les textes de la République n'autorisent pas certains candidats à être candidats sans avoir déclaré l'origine de leurs biens, sans avoir établi leur patrimoine visible. Donc, non, attendez, je ne suis pas dans l'anarchie. Je pense que vous comprenez très bien que les conditions peuvent être réunies s'il y a de la volonté politique. Et voilà pourquoi je vous ai dit, nous analyserons le moment opportun si nous serons candidats à l'élection présidentielle en 2026. Alors, ce n'est pas que je suis dans l'anarchie. Quand je dis vous demandez trop, parce qu'il y a certaines vérités qu'on estime qui sont des vérités qui sont subjectives. Il n'y a que vous-même qui comprenez ça. Laquelle, par exemple? Par exemple, sur les prisonniers politiques. D'autres vous diront non, ils ont été jugés, c'est les prisonniers. Mais justement, ils ont été jugés dans un contexte politique. Ce contexte politique-là dirige la République. C'est un contexte qui est contesté par beaucoup dans la communauté internationale qui établit un rapport critique sur les violations des droits de l'homme et sur la détention du ministre Okombi et du général Mokoko. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Il y a certainement des sujets que nous n'avons pas évoqués ici. Si vous pouvez... Non, je crois que nous avons survolé tous les sujets, tout en rappelant également la souveraineté du Congo en ce qui concerne le sujet des terres, la relation entre le Congo et le Rwanda. Les organisations des droits de l'homme ont dénoncé des pratiques que nous avons trouvées qui n'avaient pas la transparence adéquate. Et donc nous restons attachés à la souveraineté de la République, à la souveraineté des Congolais de jouir de leur territoire pleinement. Et que tout accord entraînant une entreprise étrangère doit passer par un contexte de toute transparence et de vérité. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre entretien exclusif. Nous avons reçu M. Joe Washington Ebina, qui est président de la Fondation Ebina. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, de liker notre chaîne YouTube.